bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les Smarts et salut les Marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch sur YouTube et sur toutes les plateformes audio de podcast. Pour vous, chaque semaine, on regarde, on résume et on analyse tous les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui c'est All Elite Wrestling versus NXT. C'est la baston du mercredi. La bagarre. Ouais, le carnage organisé de la All Elite Wrestling qui affronte la WWE tous les mercredis soirs aux États-Unis. Je suis l'Amir Larmbar et puis pour arbitrer cette nouvelle baston, la 11e du nom, comme d'habitude mon compère, la mémoire et l'histoire du podcast français, le Luchasaurus des podcasts. Tonton Chris, comment ça va aujourd'hui? Salut l'amiral, salut peuple de Catch-Up. Heureux d'être là à nouveau pour la baston du mercredi. Bah écoute, je vois que ton régime ultra protéiné porte toujours ses fruits, c'est pas mal. T'as vu ça? Ah ouais, c'est au top. Ouais. Des roustons comaques, hein, voilà, il passe plus les portes, quoi, le mec. Et avec ça, Ah, tu fumes 4 cigares avec ça et c'est parfait. Exactement. C'est comme la voix off de plein de bandes annonces de films Hollywood américains. On a l'impression que c'est un mec qui fume un paquet Marlboro depuis qu'il a 12 ans. Ouais. Coming this summer. Coming soon. We will blow your mind. Ouais. Donc, on n'est pas là pour parler ni cigare ni Malbec, mais là pour parler des shows du 3 juin 2020. NXT contre Dynamite. Niveau audience, comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, NXT, ils sont restés quasiment stable pour la semaine dernière. Pas vraiment de changement pour le Go Home Show, puisqu'on est sur le Go Home Show du Takeover In Your House. On vous le rappelle, dimanche 7 juin. Du coup, vous allez avoir Gargano, Baylor, Kissy dans votre salon. Donc, préparez-vous, faites le ménage pour que se battre le bordel. Donc, pas trop de changement d'audimat pour NXT. Dynamite, moins 12% la semaine dernière. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que Dynamite l'emporte quand même, mais d'une courte tête. 730 000 audience, spectateurs sur TNT Network contre 715 000 du côté de USA Network, donc quasiment égalité, mais toujours une petite courte avance pour Dynamite. Donc égalité, ce qui était notre verdict de la semaine dernière. On était en égalité sur les shows. C'est ça. C'est la deuxième fois que ça arrive. Du coup, cette semaine, je te propose qu'on commence un peu comme d'habitude par Dynamite et on finit par NXT, comme c'est le Go Home Show Takeover. On a peut-être plus de trucs à dire. On peut clore l'émission comme ça. Donc du côté de Dynamite, on est 2 semaines après le Double or Nothing et on attaque avec, comme souvent, on voit en ce moment un gros match de titre pour les ceintures par équipe où c'est le retour de Kenny Omega et Hangman Page qui défendent leur ceinture face à ceux qui ont gagné la semaine dernière. Donc Kip Sabian et Jimmy Havoc, bien sûr, accompagnés de la somptueuse Penelope Ford, qui, bien entendu, jouera son rôle de heel à la perfection, de distraction dans le match, en attrapant les jambes de Kenny Omega alors qu'il allait prendre de la vitesse sur les cordes, et à un moment donné, en essayant de faire puis la 3e corde sur Page, mais Page étant un gros costaud coy, et bien du coup, elle n'arrivera pas à le renverser, donc elle restera Penelope Ford suspendue, les jambes croisées sur la tête de Hangman Page, qui sera bien emmerdé en regardant l'arbitre, genre qu'est-ce que j'en fais l'arbitre là, j'ai pas la frapper, c'est une femme, donc du coup, il la laisse tomber un peu mollement. L'arbitre, forcément, pas bené, il la vire des abords du ring, parce que forcément, elle intervient, donc il l'a bien vu, là, donc il la vire, elle n'est pas contente. Kip Sabian et Jimmy Havoc sont seuls, mais pas pour longtemps, puisque Jimmy Havoc va se réconcilier avec une vieille amie à lui, à savoir une clé à molette qu'il va récupérer, qui traînait par là, parce qu'on laisse traîner tout. Une vieille copine. Une vieille copine, c'est ça. Ouais, parfois, on est là, on rencontre des ex dans la rue, on marche. C'est pareil pour Jimmy Havoc. Il voit parfois des agrafeuses, des clamolettes, des gens avec qui il a eu des relations très intimes. Donc, avec ces clamolettes, il assénera plusieurs coups au champion pour essayer de prendre l'avantage. Il y a une belle petite phase de domination des heels qui ne manqueront pas d'enfoncer leurs pouces dans les cavités oculaires de leurs adversaires. Donc un match qui dure bien. J'ai pas le timing des matchs cette semaine, mais de bien faire ces 15 minutes, je pense.
Et à la fin, malgré toutes ces filouteries, toutes ces tricheries, eh bien, ils n'arriveront pas à stopper le Shinkansen, le train haute vitesse à Mach 12 qui est Kenny Omega. Et c'est à la fin une combo entre V-Trigger et un Buckshot Lariat de Hangman Page qu'ils appellent le Last Call. Alors, pour information, le Last Call, c'est en Angleterre, aux États-Unis, ce qu'on dit dans les bars et les pubs pour dire c'est la dernière commande avant qu'on ferme. Là, c'est Donc, la dernière tournée. c'est la dernière tournée, donc ça colle plutôt bien avec le gimmick de pied de comptoir de Page. Donc le last call pour effectivement la victoire sur Kip Sabian. Les champions retiennent leur titre et ils affronteront du coup, on le sait, à Fyter Fest, l'autre équipe, l'autre tag team qui avait tenu la barre pendant le confinement avec Kip Sabian et Jimmy Havoc, à savoir les Best Friends, Chuck E. et Trent Barretta. Comment tu trouvais le retour dans le ring des champions par équipe et ce match opener pour leur titre? C'était pas mal, un peu moins de mésentente apparemment entre les deux, ou en tout cas ça s'est un peu atténué. Et ouais, un opener solide comme ils aiment faire à Dynamite là, ces temps-ci avec la Tag Team Division. Donc du coup voilà, là, on a carrément la défense de titre, donc on va pas se plaindre. Mhm. Bon, même si moi, je l'avais déjà dit la semaine dernière, moi je suis pas fanat de l'équipe Havoc Sabian, mais par contre, je suis assez hypé, assez curieux de voir le match que vont livrer Page et Omega face aux Best Friends, qui est une équipe dangereuse à la IW, donc ça m'intéresse. Donc écoute, c'était solide quoi. Ça m'a pas palpité, mais c'était solide comme opener et ça lançait pas mal le show. Ouais, vraiment, semaine après semaine, après qu'on soit hypé ou pas par les matchs ou les équipes ou les catcheurs, je trouve vraiment qu'ils aimaient pas mal à faire effectivement des matchs plutôt bien disputés à Dynamite. C'est plutôt costaud à chaque fois. Enfin, on a du catch plutôt intéressant, quoi. Donc, on va pas cracher dans la soupe. Ouais, tout avec des ceintures et tout, donc voilà, d'entrée, tu mets de l'ambiance quoi. Et puis il y avait une belle ambiance auprès des catcheurs ringside aussi là. Ouais, toujours pas. Ils étaient bien chauds ce mercredi. Ouais, je pense que le fait de voir que du côté de la WWE, ils empruntent un peu leur formule, ils se disent ok, on va défendre notre originalité, ou on va faire entendre la voix, essayer de mettre encore plus de vie pour continuer à se démarquer. Donc, nous, on est les vainqueurs, les spectateurs, que ce soit WWE ou la AEW qui essaie de remettre de l'ambiance. Là, il en manque cruellement. On va pas s'en plaindre. Tout au contraire. Allez-y, les gars, tirez-vous la bourre. La AEW a mis de l'ambiance dès le début parce que c'est elle qui a été novatrice sur ce coup-là et c'est elle qui a lancé la première à mettre des gars autour du ring, quoi. Des gars et des filles. Tout à fait. Donc, il y a notamment Britt Baker qui est dans son Rolls-Royce, son fauteuil roulant avec des pompons, avec sa maquilleuse assistante, tout ça. Mais on voit un segment qui a eu lieu plus tôt dans la journée où Tully Blanchard, on va pas appeler ça autrement, passe un méga savon à Sean Spears. Donc les commentateurs, je crois qu'ils disaient que Philippe Blanchard essaie de motiver Sean Spears. Non, il engueule en fait. Quand quelqu'un te gueule dessus comme ça, il fait pas un discours de motivation, il te passe un savon de sa race. Donc voilà, il en a marre un peu. Philippe Blanchard, on a l'impression, il dit ok, si tu changes pas quelque chose, tu vas échouer. Et plus tard, Sean Spears est dans une limousine, Philippe Blanchard le rejoint. Il y a un petit attaché caisse, mais format miniature. Il dit voilà, la recherche pour ton partenaire, on arrête, on a vu, ça marche pas. Le Search for Spears qu'ils avaient essayé de faire il y a quelques semaines. Mais je crois que j'ai trouvé ce qui te manquait. Et la Sean Spears ouvre la petite mallette. Et qu'est-ce qu'il y a dans la petite mallette, cher tonton Chris? Un petit gant noir. Black Glove. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Je crois que tout le monde se le demande pas. Ou tout le monde se le demande, je sais pas, au choix. Et toi, t'as ton idée sur le sujet? Je pense qu'ils sont en train de... Ils ont une liste des 15 idées pour essayer de relancer Sean Spears, et il les raye une à une. Et cette semaine, c'est arrivé à... Pourquoi pas lui donner un accessoire vestimentaire, un gant noir, mais sinon, je sais pas quoi. Après nous avoir fait, effectivement, ces promos vidéo où il cherchait un tag team partner, après avoir fait une espèce d'émission de news network télévisée, maintenant c'est ça. Après avoir parié aussi sur les matchs à MJF aux abords du ring, je pense que ils écument les idées pour essayer de faire un truc avec Spears, et je crois qu'ils sont un peu comme le gant, ils tâtonnent dans le noir. Ouais. Enfin voilà, c'était Papy Blanchard qui passait un savon aux jeunes Sean Spears. Voilà.
Dans Voilà, une avec une. limousine. Voilà. Ouais, bah, pourquoi pas. Donc voilà, je suis circonspect de ce qu'ils vont faire avec, on va voir, mais il serait temps qu'ils trouvent une idée qui s'y colle, parce que c'est pas en changeant tous les 2 semaines qu'on va arriver à un résultat. Un par contre qui a la formule gagnante, c'est bien Taz, hein, avec son poulain, la machine, le Wolverine Brian Cage, qui vient montrer sa domination à Sean Dean, donc sa victime du soir. Voilà, avec des belly to belly release suplex de fou, une grosse buckle bomb. Est-ce que c'est un petit clin d'œil, parce que c'est un move, la buckle bomb, qui vient d'être banni de la WWE à cause de trop de blessures durant les différentes années sur les catcheurs et catcheuses. Donc là, Brian Cage en fait une vraiment tonitruante dans le coin du ring, avant de faire son drill claw pour plier l'affaire en 45 secondes environ, un truc comme ça. Et donc Taz, hein, qui va forcément faire sa promo, qui va parler de John Moxley, qui était là la semaine dernière pendant un match de Brian Cage. Moxley souriait. Voilà, donc un Fighter Fest et Cage contre Moxley. Moxley, quand il sera dans le ring, il va se faire démonter par Brian Cage. Hein. Survie seulement si Cage te laisse survivre. Et forcément, Moxley débarque. Hein. Bah Il ouais. débarque donc des gradins, même s'il n'y a personne. Hein. Voilà, et Moxley dira simplement, il n'est pas intimidé, que s'il souriait, c'est qu'en fait, quand il voit le gros bébé Cage et savoir qu'il va l'affronter à Fighter Fest pour la ceinture, eh bien, ça le fait triper. Moxley, c'est pour ça qu'il est dans ce métier. C'est pour avoir effectivement des gros challengers. Donc voilà, c'est lors du combat, Brian que Moxley, c'est un autre type de requin. Il ne faut pas oublier qu'il est le champion quand on cite son nom dans une conversation. Donc Moxley s'en va du ring. Je le regarde. Pour l'instant, il n'y aura pas d'affrontement, confrontation physique entre les deux. Il faudra attendre Fighter Fest pour ça. Est-ce que toi qui as bien suivi la Lucha Underground et effectivement Cage, qui était un pilier de cette fédé, est-ce qu'il est bon au micro, ce Brian Cage? Ouais, à la Lucha Underground, il parlait au micro parce qu'il n'y avait pas, comme là avec Taz, il n'avait pas de manager particulier, quoi. Là, il défendait que sa pomme. Et, Ouais. mais il parlait au micro, mais pas énormément. Et puis tu sais, la Lucha Underground, c'était plus que scripté. Hein. C'était vraiment quasiment avec des segments hors match, etc. où vraiment, Ouais. vraiment travaillé, quoi. Oui, c'est Cinematic Wrestling intégral, quoi. Ouais. Là, pour le coup, c'était vraiment ce genre de fédé-là. Et, Parce que là, moi, ça m'a fait penser un peu à du Paul Heyman et Brock alors Lesnar après, ce soir, ce segment ouais, entre alors, Taz écoute, et Cage. ouais, j'allais dire la même chose en fait. C'est-à-dire que moi, tout le segment, bon, la destruction du Jobber, on passe dessus. Par contre, j'ai beaucoup aimé moi tout le segment avec Taz, etc. Et comment Taz a parlé, comment il a amené le truc, etc. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand Moxley a débarqué sur le ring, on s'est rendu compte que Cage est une armoire à glace, etc. Mais que Moxley, c'est loin d'être un petit gabarit quand même, quoi. Hein. Il est plus grand que Cage, bien large d'épaule. C'est là on se rend compte finalement à quel point Moxley est une masse et à quel point Roman Reigns était d'autant plus une masse. Oui, Tu grave. vois Grave. Parce que quand on regardait le Shield à l'époque, on se disait oh ouais, Ambrose il est pas ouais super machin. Et là, bah, tu vois un Moxley face à un Brian Cage et tu dis ah ouais là il y a match là il y a du lourd là. Et pour donner une petite anecdote sur Brian Cage, Ouais, vas-y. Brian Cage, je l'ai rencontré le 28 septembre 2019 à Corbeil-Essonnes, vois-tu, où il y avait un gala de catch organisé avec la Wrestling Stars et il y avait une ou deux et le pay-per-view, le show s'appelait Quality Over Quantity. Et dans ce gala, il y avait donc Matt Cross, ancien Son of Havoc à la Lucha Underground, et Brian Cage dans le main event. Et j'ai eu l'occasion, avant et après, connaissant un peu les gens de là-bas, j'ai eu l'occasion avant et après un peu d'échanger avec Brian Cage, quoi. Et alors bon, le type est un monstre absolu. Hein. Quand tu es à moi à côté, là, avec mon 1m78 et mes 75 kilos, j'avais l'air de la crevette de service, tu vois. Mais par contre, le mec abordable, avec qui on a pu discuter, tout ça. Et pour le coup, il a tchatché au micro. Alors en anglais, hein, il a tchatché au micro pendant le gala. Ouais. Et il s'était plutôt bien démerdé ce soir-là. Avec un public français en parlant en anglais, tu vois, il avait réussi à bien mettre le dawa dans la salle, quoi. Ok. Et, au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. Voilà.
Vous voyez, quand je Voilà. vous disais que Tonton Chris était la mémoire, la culture, l'histoire du podcast français, voilà, des anecdotes d'insider, Voilà, exactement, d'une exactement. news partagée avec Brian Cage, rien que ça. Exactement, ouais. Plutôt pas mal. Voilà. Hein. Donc écoute, ça fait que je suis Donc, plutôt content, de le voir, affronter Moxley à Fyter Fest. Je pense qu'il a bien mérité, après le match à Double or Nothing de défendre ce droit-là et voilà et du coup, c'est un type pour qui, bah, du fait de tu sais, c'est souvent comme ça, quoi, quand on rencontre quelqu'un comme ça, un peu qui sort de l'ordinaire et tout, du coup, après, on le suit d'un autre œil il y et a une sympathie particulière, un et attachement. ouais, voilà. J'ai touché ses deltoïdes au mec et je peux te dire, j'avais pas envie de déconner, quoi. C'est là que le vieil adage, quand un mec de 120 kilos parle, le mec de 80, il écoute, prend toute sa saveur. Ah, tu m'étonnes, moi j'avais croisé dans la rue après un show à New Japan au Japon, à Osaka, Taichi et un autre membre du Suzuki Gun. Et Ah j'étais oui, derrière oui, le oui. Taichi et franchement, le mec était tellement balèze. Alors que comme ça, pareil, tu regardes un show New Japan, Taichi, tu fais OK, il est baraque, il est grand, etc. Mais tu t'imagines pas que c'est un monstre. Là, j'avais devant moi à 2 mètres, il y avait le soleil, il me faisait de l'ombre, quoi. C'est un Ouais, parasol-géant, le ouais, mec, c'est quoi. clair, Donc, c'est ça, ouais. on se rend jamais compte quand on voit comme ça, effectivement, à la télé, des Brian Cage, shows. finalement, il est plus en largeur, tu vois, qu'en hauteur. Ouais, ouais. Ah oui, il a l'air bien catouille. Il est très cubique, je le comparerais à un numéro 6 au rugby ou voilà, ou un numéro 2, un talonneur aussi, un peu dans ce genre de gabarit, quoi. Mais et voilà, et Moxley doit faire pas loin de son 1m90 et je pense qu'il doit même passer son 1m90 et Moxley, à mon avis, il fait bien ses 115 kilos, lui, hein. Oui, Donc surtout qu'il a pris, je pense, de la musculature, hein, ouais, depuis ouais, qu'il a ouais, quitté ouais, la ouais, WWE. On sent qu'il a passé carrément. du temps au niveau de la gym et qu'il a pris il s'est étoffé, le garçon. Donc là, on a 2 belles bêtes et un Brian Cage qui est jamais passé par la WWE et voilà, qui a fait les beaux jours d'Impact, entre autres, voilà, de la Lucha Underground, je crois qu'il est apparu à la Ring of Honor. Voilà, c'est un mec à la Gorilla Wrestling, la Pro Gorilla Wrestling. Ouais, Tu vois, c'est un mec qui a de AEW. la ouais, Quelle voilà, bouteille. ouais, qui a de la bouteille, ouais, qui a tourné dans toutes les fédés indies, toutes les grosses fédés indies américaines et un peu en Europe aussi également. Ouais. Bah, écoute, très bien, à suivre. Moi, je suis curieux de voir si le jour où il chopera le micro, voir ce qu'il donnera en termes de promo. Vraiment, complètement. Ah, Lucha Underground, je te dis, c'était trop biaisé quelque part, quoi, pour. Oui, puis ça doit être retourné, il doit faire plein de prises pour faire une promo pareille. Ouais. Et puis quand il parlait au micro sur le ring, en général, c'était des interactions assez rapides parce que là, quand on arrivait sur le ring à la Lucha Underground, ça déconnait pas, quoi, en général. C'était pour se taper. Voilà, ça arrivait vite et c'était tout de suite de la baston. Eh ben, un qui fait dessus de la baston et partout, même dans des espèces de décharges. Ah ouais. What the fuck, qui est aussi un manager et qui est aussi une brute, c'est Lance Archer, hein, The Murder Rock Monster, qui est en train de fracasser la gueule d'un mec qui est cagoulé, avec un Jack Roberts qui est à côté, qui a l'air un peu. On sait pas, hein, il est pas en train de prendre plaisir à ce qui se passe, il est un peu perturbé, on a l'impression, The Snake. Et c'est Alex Marvez, un intervieweur, qui vient les voir, qui dit oui, ça y est, on a enfin retrouvé Lance Archer depuis Double or Nothing. Donc Lance Archer finit de disposer du jobber qu'il a explosé. Voilà, et Archer dit voilà, une défaite, c'est pas grand chose. Il va montrer à tout le monde la torture et la souffrance qu'il va infliger comme personne n'en a jamais vu. Donc Archer essaie d'agripper Alex Marvez qui en fait quand même pas large, hein. Puis il y a Jake the Snake qui essaie de calmer les choses. Archer se casse, Jake qui s'excuse limite, hein. Il s'excuse à Marvez. Donc voilà, on a l'impression que forcément Archer est tout remonté après sa défaite face à Cody pour le TNT Championship. Mais on a surtout l'impression que Jake a l'air de plus avoir le contrôle sur son poulain. Il a peut-être peur d'avoir créé un monstre. Non? Ça serait pas très étonnant parce que Ouais. le gars a déjà un petit peu le truc marqué sur le front, quoi. Donc effectivement, Jack semble ne plus être en âge pour pouvoir contrôler son poulain. C'est ça. Et l'autre, Je m'étais pas rendu compte, mais ce mec est dangereux. Pardon. ouais, voilà, ouais. Ah, mais il me manquait Lance Archer, donc j'étais content de le revoir. Mais voilà, bon, on le revoit en train de tabasser un gars dans un terrain à balle, un mec masqué en plus. Ouais. Alors quel avenir pour Lance Archer? Ah, quel avenir pour Lance Archer. Oh là, moi j'aimerais le voir dans le main event. Ouais. Ah ouais, moi j'aimerais le voir main event. Moi alors là, je crois, j'ai lu, Raphaël, notre bon chroniqueur catch-upesque, apparemment lui est pas fan.
Et Mhm. alors, mais moi, par contre, je suis total à l'inverse, hein. Moi, je suis archi fan et moi, vraiment, j'ai envie de voir ce mec haut. Je suis content parce on en a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux, mais la All Mhm. Elite Wrestling a vraiment fait un effort là en termes de recrutement sur les powerhouse. Mhm. Donc Ouais, là, les on a big des, guys, on a des big guys, voilà, de plus en plus. Voilà, le roster est de belle plus en collection. plus, ouais, une belle collection là dorénavant là. Et vraiment, Lance Archer est celui qui, depuis le début, m'a fait la plus forte impression, quoi. Et donc, moi, ce gars, j'ai envie de le voir briser des genoux, casser des mâchoires dans le main event. Ça me Ouais, plairait bah beaucoup. écoute, peut-être que pour All Out, hein, puisque All Out sera en septembre, sera le pay-per-view après Fighter Fest, et bien pour la ceinture ultime contre soit Moxley, soit Brian Cage, Lance Archer semble être un candidat plutôt sérieux. Ouais. Ouais, complètement sérieux Ça, même. c'est clair. Mhm. Complètement crédible. Ouais, par contre, un qui est pas crédible, c'est Alex Marvez, intervieweur. À chaque fois que je le vois, je trouve qu'il joue tellement mal. Vraiment, quoi. Ah Quand, ouais, quand, ouais, quand il ouais, est ouais. à la caméra, genre, oh, on a enfin retrouvé Lance Archer, venez. Et voilà, c'est quelqu'un qui joue mal, c'est un peu comme en musique, quand on fait une fausse note, ça s'entend, ça fait grincer les dents. Bah, c'est pareil avec le jeu d'acteur, et j'ai l'impression qu'Alex Marvez, lui, il est tout le temps faux, quoi. C'est insupportable. Ce mec, virez-le, s'il vous plaît, quoi. Ouais, voilà, Bon. j'aurais pas été contre qu'il se fasse effectivement mettre un blackout par Lance Archer pour lui apprendre à être plus crédible. Voilà, ça lui fera les pieds. Moi, je suis comme ça. Là, l'école dure. Ouais, les journalistes, ça va pas là, Non, hein. ça va pas du tout. Bon, ambiance plus légère, je te propose d'aller au bar, puisque là-bas, il y a Private Party qui sont en train Ouais. de célébrer, parce qu'en fait, Mark Quinn, hein, comme Mark Quinn, la semaine dernière, on avait eu beaucoup peur pour son genou, et visiblement, tout va bien. C'était bien un work, on s'est bien fait worker. Et ouais. Et donc, Moi, j'y ce ai cru, sera... j'avoue, j'y ai cru. Mon mea Ouais. culpa de la semaine dernière, moi, Ah, j'ai cru à la blessure. mais c'est bien de se faire worker, c'est cool, c'est-à-dire que Ah, ça mais marche, ouais, quoi. ouais, oui, c'est vrai, C'est toujours un oui. plaisir, hein. Pour Ouais, les poteaux de catch-up qui seraient pas familiers avec cette expression, worker, bah, c'est quand on nous fait croire quelque chose et on se dit c'est vrai, par une blessure, on pense que la personne du catcheur s'est vraiment blessée, comme Marco la semaine dernière. Mais en fait, non, c'était une partie eh du ben non. sport, c'était un scénario. Et finalement, voilà, c'est pas grave, même, c'est plutôt plaisant parce qu'on est fan de Mais catch, ouais, ouais, ouais. on voit un peu au travers des miroirs effumés. Donc, quand on se fait avoir, bah, on est plutôt content. Enfin, je trouve Ouais, puis en plus, on se toujours dit, bon, plaisant. bah, le mec est en bonne santé finalement, donc bah, voilà, C'est ça. je me suis bien fait rouler là dans la farine, et puis voilà. Exactement. Et du coup, C'est il y a le Matt Hardy, hein, c'est le but du qui game. vient. Ouais, il y a Matt Hardy qui vient effectivement, pareil, prendre des nouvelles de Mark Quinn. C'est lui qui l'avait raccompagné avec son partenaire Cassidy à la fin du match la semaine dernière. Donc voilà, Matt Hardy qui est en mode Team Extreme. Et donc voilà, forcément, Private Party qui dit qu'ils sont gros fans de Matt et de son frangin. Et ils sont là, et on devrait faire un truc ensemble. Pourquoi pas Hardy Party. Donc peut-être un trio entre les jeunes, la jeune génération de high flyers en tag team un peu foufou et le vétéran Matt Hardy, sachant que Matt Hardy croisera un peu plus tard Sammy Guevara dans les couloirs, Sammy Guevara qui marquera un temps d'arrêt et l'appréhension normale, hein, ils ont été ennemis de nombreuses fois, Matt Hardy qui dit ouais c'est bon mec, respect, on est cool, et Sammy Guevara qui regardera ça un peu interloqué, genre pourquoi il me dit ça le vieux. Donc voilà, est-ce que un trio Private Party et Matt Hardy, les Hardy Party, tu trouves que c'est cool sur le papier ou Ouais, 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 ça peut être sympa. Bon, et c'est bien, il fait ça pour mettre over des jeunes là. Moi, je trouve ça plutôt bien de la part de Matt Hardy. Il les a vraiment la promo vraiment sympa à l'endroit de Cassidy et de Quen, hein. Donc finalement, écoute, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. D'ailleurs, ça, les paroles faisaient bien plaisir au Private Party. D'ailleurs, on sentait qu'ils étaient bien guess quand même, quoi, d'avoir droit à cette promo élogieuse de la part d'un vétéran comme ça, quoi. Donc, écoute, c'est bien. C'est pour la division par équipe, hein, c'est bien. Ça reste compétitif à la All Elite Wrestling, ça j'aime bien. Donc, écoute, pourquoi pas un nouveau petit trio avec Hardy en vétéran pour chapeauter un peu la jeunesse. Et ben, allons-y. Ouais, ça on verra ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont faire des matchs à 3 contre peut-être Jurassic Express ou les Best Friends ou les Dark Order. Bref, il y a de quoi faire Ouais, aussi. ouais, Hein. ouais, il y a de quoi Yo, faire. Ouais, ouais. Inner Circle aussi. Bref, Inner Circle aussi. à voir la suite. En parlant de Inner Circle. Ah ouais, Et on parle. Sokal and Sorcered, tu vois, Tout à fait. il y en a un paquet, hein, il y a la Tag Team Division à la All Elite Wrestling, c'est vraiment de la grande cam, quoi. Moi, j'aime beaucoup, quoi. En plus, c'est que l'arrivée de FCR, on en parlera un peu plus tard, puisque dans l'émission, il y Oui, aura une oui, ah interview oui, eh exclusive oui, avec
Fear the Revolution ou Force the Revolution, on verra ça un peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est un match en simple entre Colt Cabana Boom Boom et Chris Jericho, le champion, puisque Jericho, la semaine dernière, il avait mal parti avec Mike Tyson. On l'a séparé, on l'a empêché de péter la gueule à Mike Tyson, et bien du coup, il estime que c'est la faute à Colt Cabana qui n'a pas pu péter la gueule à Iron Mike. Donc du coup, il y a un match entre les deux. Forcément, le champion sera assisté de son garde du corps Jack Hager, hein, qui forcément trichera durant le match pendant que l'arbitre sera distrait, ce qui permettra, avec après un match un peu quand même défendu de la part de Cabana, hein, c'était un peu disputé comme match, et bien le Judas Effect suffira pour que le champion l'emporte sur Colt Cabana. Colt Cabana qui d'ailleurs recevra un petit discours de consolation de la part de Monsieur Brody et de son recruteur du Dark Order, pour lui dire que voilà, la défaite fait partie de la vie et que c'est pas grave, que lui il sait comment transformer une défaite en succès, et donc le recruteur Dark Order lui donnera pas non plus un fly mais une bouteille d'eau. Colt Cabana qui a l'air un peu perturbé par tout ça, qui dit bien sûr que jamais il rejoindra le Dark Order, mais on sent poindre le doute qui s'instigue dans son âme, semaine après semaine, défaite après défaite. Colt Cabana sera une prochaine recrue de Dark Order. Mais en attendant, le champion, il a effectivement des trucs à dire au micro sur le ring. Il va reparler forcément la semaine dernière de Mike Tyson. Il demande au baddest man on the planet de venir là maintenant, right now. Et c'est pas Mike Tyson qui débarque, mais Orange Cassidy. Avec son flegme habituel. Donc Jericho et Hager regardent ça mi-interloqué et mi-furieux. Ils vont essayer de le choper, mais Cassidy aura essayé de mettra les mains de Jericho dans ses poches. Jericho qui cessera faire en rigolant, genre ouais, rigole bien, on va péter la gueule en 2 secondes. Mais Cassidy est très vif, un peu comme une anguille, il esquivera et retrouvera ses copains, les Best Friends, qui étaient autour du ring. Santana et Ortiz arriveront dans le ring pour back-upper leurs copains du Inner Circle, mais pas d'affrontement non plus ce soir entre ça. On sent une tension entre les Best Friends et Inner Circle monter, et je pense que ça risque de peut-être jouer un rôle dans le match pour les titres, qu'auront les Best Friends contre Omega et Page. Peut-être que du coup ça tirait les foudres du Inner Circle du champion. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que toi tu ferais ça, toi, si tu étais à Dynamite, Chris? Mais bon, écoute, pourquoi pas faire ça. Ah ouais, tu te mettrais à dos l'Inner Circle, toi? Je me mettrais à dos l'Inner Circle parce que ça me ferait bien rigoler d'avoir de la bagarre avec les Inner Circle. J'aimerais bien me battre Tonton Chris contre Chris Jericho. La bataille des Chris. Je sais pas trop, par contre, si j'avais envie de me coltiner à Jack Hager, mais ça c'est une autre affaire. Mais quoi qu'il est lent quand même. mais voilà, le Jericho au micro là avec le Tyson et tout, quoi, ils sont en train de se lancer un truc. Comment ils veulent se coller ça mainstream là? Et ouais, franchement, ils ont bien joué le coup, hein. Moi, franchement, je fais partie de ceux qui considèrent que cette affaire-là, c'est super bien joué de la part de la All Elite. Le compteur vidéo de YouTube, depuis que Tyson est rentré dans la danse là, il explose à la All Elite Wrestling. Je veux pas dire, mais business is business, quoi. Hein. Ah bah ça, ils ont bien raison, quoi. Ils ont carrément bien joué le coup, je trouve. Et comme Jericho, c'est vendre comme toujours, ses rivalités comme personne. Du coup, ça hype à fond, même si tout le monde se demande ce que pourrait donner Mike à Iron Mike dans un ring. Mais voilà, et puis du coup, on a eu le comedy wrestler de service, en l'occurrence Orange Cassidy, qui débarque là-dedans et qui a fait son taf. Donc écoute, tout ça, ça me va, tout ça, c'est bien. Le Inner Circle, moi j'aime bien, quoi. Je suis assez client. Oui, pareil, je trouve ça bien cool. Inner Circle, je suis en train de regarder en même temps qu'on discute justement des comptes vidéo. Et effectivement, la vidéo du segment de la semaine dernière entre Jericho et Tyson, elle est actuellement à 3,5 millions de vues sur YouTube. Ah ouais. alors que la plupart de leurs vidéos, en moyenne, comme ça, au pire, je regarde un peu les chiffres, les plus grosses, généralement, elles arrivent à 500 000. 300 000, 500 000. Donc voilà, entre une grosse vidéo qui fait 500 000 vues et là une 3,5 millions, autant dire que. Ouais. Une belle opération com, c'est clair. Grosse opération de com, de marketing, d'exposition mainstream. Et donc moi je dis bien joué. C'est clair. Good game.
Good game. Il est temps de passer côté division féminine. On va avoir une vidéo de l'entraînement, de la convalescence de Britt Baker. C'est une vidéo qui est tournée dans un centre d'entraînement, etc. Et c'est un peu une vidéo parodie de toutes les vidéos qu'on nous montre dès qu'il y a un catcheur ou une catcheuse qui est blessé et qu'on fait un petit package vidéo un peu sentimental pour nous montrer les tribulations et les efforts que doit faire cet athlète pour remonter dans le ring. Et ben là, c'est pareil, mais version parodique où le pitch, c'est que Britt Baker est complètement insupportable et qu'à chaque fois que Doc Sanson, qui est le médecin en chef de la Elite Wrestling, est là pour la coacher, lui donner un conseil ou faire un exercice, eh bien, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle le regarde toujours avec du jugement. Elle humilie constamment son assistante rebelle qui fait tout pour elle. Donc voilà, c'est un peu une vidéo complètement foutage de gueule de tous ces vidéos packages, notamment qu'on nous montre souvent du côté de la WWE. Voilà, donc notamment à la fin, ils sont tous là à l'encourager alors qu'elle est en train de rouler en fauteuil roulant sur une espèce de rampe. C'est complètement ridicule. Il y a même Tony Schiavone qui vient l'applaudir et l'encourager. Donc voilà, Britt Baker qui, malgré le fait qu'elle soit hors du ring, continue à construire et faire parler de son personnage, en se foutant de la gueule un peu de tout le monde. Ça, je trouve ça plutôt fun. Très bien. Et puis après, on avait un match, Nyla Rose contre Big Swole. Nyla Rose qui n'est pas contente parce qu'elle a perdu son titre à Double or Nothing aux mains de Hikaru Olishida. Et donc, du coup, elle disposera de Big Swole qui montrera quand même un peu de pugnacité dans le ring. C'est loin d'être un squash, loin de là. Mais un discus forearm et un gros pop-up spinebuster, mais assez monstrueux de la part de la nativiste dispose de Big Swole. Et après le match, ce qui se passe, c'est que Big Swole, elle viendra chercher des noises à Britt Baker. Du moins, c'est plutôt Britt Baker qui viendra chercher des noises parce que Big Swole est interviewé par Tony Schiavone qui lui dit qu'ils sont contents de la revoir dans le ring. Et là, Britt Baker qui avancera avec son gros fauteuil roulant dans la barricade et commencera à trash-talker Big Swole qui prendra une chaise et qui fera genre pour venir agresser l'handicapée actuellement convalescente Britt Baker, qui bien sûr reculera et s'écartera du danger. Donc voilà. Est-ce que toi, Big Swole, t'aimes bien comme catcheuse Big Swole qui est Madame Cédric Alexander, pour info. Ah, c'est Madame Cédric Alexander, Big Swole. Ouais, De l'info croustillante. Toujours. Mon rayon, c'est ça, c'est des couples. D'accord. Je ne savais point. Écoute, elle est plutôt intéressante. Pour l'instant, c'est de la mid-card au niveau de la division féminine. Donc, c'est bien qu'elle ait un peu de temps d'antenne. Elle avait un petit peu catché jusqu'à présent, mais vraiment pas beaucoup. Ouais, elle venait d'arriver, ouais. Et puis le retour de Nyla Rose, je trouve ça plutôt bien fait parce que c'est la former champion. Voilà, elle revient, elle n'est pas contente. Elle est quand même bien brutale. Et d'ailleurs, Paul va prendre quand même bien cher. Et puis il y avait notre championne quand même, Shida, quoi, qui était dans le public contre la barricade, quoi, et qui voilà, avec Britt Baker, tout ça. Non, moi je note de l'amélioration dans cette division féminine de la AEW, là, tu vois. On commence à avoir un roster un petit peu plus conséquent. Voilà, maintenant il commence à. Rio a totalement disparu, paradoxalement, mais il y a tout un tas d'autres filles qui commencent à émerger et ça commence à mettre un peu de la compète dans cette division qui reste quand même le parent pauvre de Dynamite parce qu'en général elles n'ont droit qu'à un seul segment. Et à part Penelope Ford qu'on voit pas mal grâce à la paire Sabian Havok. Mais sinon, non, je note quand même une amélioration. C'est pas encore le truc, c'est pas la WWE, ça c'est clair au niveau des femmes. Mais je note que ça s'améliore. Très bien, un point pour l'effort, c'est noté. On a ensuite ton chouchou, Darby Allin, qui interviewait backstage par Tony Schiavone, donc il parle effectivement du match casino ladder match de WWE et le fait que Brian Cage est venu briser ses rêves et l'emporter la victoire. Et est-ce que ça a un rapport avec le fait l'interaction avec Taz, puisque Taz avait interviewé plusieurs fois Darby Allin, avait voulu l'aider, et Darby Allin en tant qu'ado émo l'avait envoyé chier à chaque fois, et Darby dira simplement que la vie c'est une grosse blague, mais Brian Cage c'est moi qui rira le dernier. Donc, est-ce que Darby Allin va venir débarquer en skateboard en plein match à Fighter Fest pour faire perdre Brian Cage?
Ah Ça ouais, c'est ça plairait pas ça, hein. Oh là là. ça me plairait pas là, clairement là. Si Ah Amin non. débarque, Ouh là! pour faire de l'interférence, à Fighter Fest là, je serais un peu dégoûté quoi. Il était Ouais. bon, il est pas médicalement apte, suite à ce qu'il s'est pris dans la tronche par Cage à Double or Nothing. Donc bon, il nous promet de terrasser Cage, donc moi j'avais envie de lui dire: «Gamin, reste calme gamin, tu es en train de jouer avec le feu là, cet homme est dangereux pour toi. Cet homme est très dangereux». Déjà que Donc Darby Allin est dangereux pour lui-même, alors déjà que Darby Allin est dangereux pour lui-même, alors mais s'il se met dans les pognes de Brian Cage, j'ai peur quand même qu'on assiste à un meurtre en direct. Cela dit, n'est-ce pas ce que tous les fans de catch secrètement espèrent voilà, il y aura un regarde death match entre Cage et voilà, Darby. peut-être qu'on aura le premier deathmatch de la All Elite Wrestling. Ouais. Effectivement. Mmh. Bon, il est temps de parler de ce qui a animé, ce qui a un peu, Fuck secoué the rest! voilà, Fuck the West, FTR, les anciens Revival qui sont interviewés dans le hall des bureaux des Jaguars de Jacksonville, hein, donc un set plutôt classieux. Donc ils sont interviewés, là on est vraiment pour discuter et notamment Tony leur demande qu'est-ce que veut dire FTR et donc du coup voilà, ils disent plusieurs choses. FTR, c'était aussi Fear the Revolution, mais comme eux, FTR, ils sont pour la révolution de catch que promeut All Elite Wrestling, et bien du coup FTR serait plus adapté que ça soit For the Revolution, donc pour la révolution du catch. Donc voilà, donc ils vont parler un peu de toutes les équipes qui à la All Elite qu'ils aimeraient rencontrer, que ce soit les champions actuels, même s'ils sont pas réellement une tag team, les Lucha Bros qui sont un peu diamétralement opposés dans le style de catch entre le Lucha Libre et eux, leur catch beaucoup plus old school, hein, des FTR. Donc ouais, il parle un peu de tout le monde, Private Party, Best Friends, etc. Mais Tony dit ouais, vous parlez pas des Young Bucks. Donc voilà, hein, les Young Bucks, ils en ont un peu ras-le-bol d'entendre dire que c'est l'équipe de la décennie. Il y a qu'à faire un truc. On n'a qu'à faire un match pour déterminer ça. Et puis à la fin du match, tout le monde devra venir s'excuser auprès d'FTR pour dire on s'est trompé. C'est vous les meilleurs catcheurs de la décennie. C'est le moment où eh bien, ceux qu'ils ont agressés la semaine dernière, Butcher and the Blade, débarquent dans le lobby. Du coup, ça commence à avoir des échanges de mots assez salés entre les deux équipes. Il y a des gens qui sont là pour les retenir, pour les empêcher de se foutre sur la gueule. FTR dira voilà, c'était pas personnel, c'était du business, mais si vous voulez faire ça personnel, on n'a qu'à régler ça comme des catcheurs. Et bien, dans le ring la semaine prochaine, vous contre nous. Et à la fin, donc, Cash lancera une bouteille d'eau à la gueule de The Blade qui énervera. Donc, premier match des FTR à la All Elite Wrestling la semaine prochaine contre Butcher and The Blade. Un résultat qui ne laisse aucun doute, mais à devoir, du coup, leur musique d'intro, leur ring gear, tout ça. Ouais, Quoi. voilà. Le résultat de ce match a aucune importance en soi. C'est clair. Voilà, puisqu'on sait exactement ce qui va s'y passer au niveau du tombé du 1, 2, 3. Mais et après, moi, tu sais quoi, j'ai bien aimé moi l'apparition de Blade and the Butcher. J'aime bien le fait qu'on les ait mis en blanc là, en espèce de chevalier blanc là. On m'appelle le chevalier blanc. C'est marrant pour des heels quoi, comme ça, d'être éclatant comme ça. Et avec les têtes justement qu'ils ont tous les deux quoi, le Blade and Butcher quoi. Donc je trouve que c'est judicieux de mettre les FTR face au Butcher and the Blade au départ. Oui, ça fait un bon premier match, ouais, c'est sûr. Ouais. En plus, un bon truc de brawler, un bon truc de bagarre, tu vois. Là, on est en plein dans la baston, là. On n'est pas dans le. Ouais, sachant que Butcher and the Blade, ils ont été un peu repackagés parce qu'effectivement, moi, ils étaient toujours en noir avec des masques inquiétants. Là, ils sont en blanc. Ils étaient accompagnés de The Bunny, Ali, qui semble maintenant, depuis plusieurs semaines, redevenu normal et en train de faire du gringue très appuyé à QT Marshall dans le public. Donc du coup, on change un peu le concept, j'ai l'impression, pour Butcher and the Blade. On verra la semaine prochaine si leur packaging est poussé jusqu'à quel point. Ouais. Dans tous les cas, voilà, à devoir FTR, ce qu'ils vont proposer. Donc ça peut être cool si on peut retrouver un match un peu costaud d'un quart d'heure avec eux, un mémoire de la grande époque où ils régnaient sur la division tag team d'NXT. Moi, je suis client. Ça, c'est clair. Et il est temps de le main event de ce Dynamite où c'est bien le match pour le TNT Championship, la première défense de Cody Rhodes contre celui qui a remporté son ticket avec les Battle Royale la semaine dernière, à savoir Jungle Boy qui est accompagné par effectivement
eh bien, ses acolytes de Jurassic Express, mais qui ne seront pas autour du ring, parce que c'est deux gentlemen qui vont se serrer la main au début du match, Jungle Boy et Cody. Un affrontement où, comme on l'avait pressenti la semaine dernière, Cody jouera l'homme fort de la rencontre et sera aussi très agressif. Vraiment, côté un peu rageux, Cody Rhodes, qui va faire des trucs à l'extérieur, qui va mettre une table. Alors, les amis, on n'entend plus notre amiral. Donc je vais prendre la suite. On était en train de parler du main event, donc du coup, je vais en parler. Et durant ce main event, on va avoir quelques trucs assez spectaculaires. On va avoir un blade job, je pense, de la part de Cody Rhodes, quoi. Et va y avoir plusieurs tentatives pour Jungle Boy. Bref, c'était assez compétitif tout ça. Et ça se termine. Alors, je tiens à le signaler quand même, c'est que le Crossroads, j'ai trouvé, a été super bien vendu par Jungle Boy. Ah, mon ami Rat, retour. Je continuais dans ma lancée. Hein, parce que mais tu as bien fait. Ouais, vous avez l'habitude, Pablo le catch-up, on règle nos problèmes de son en direct. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai continué, quoi. Et voilà, et du coup je disais que voilà, après post-match, j'arrivais sur le post-match et du fait que les Jurassic Express sont quand même venus pour aider Jungle Boy qui avait vraiment pas l'air bien du tout, quoi. Brandy et Dustin Rhodes aussi sont venus avec Cody et tout le monde, voilà, tout le monde termine dans la fraternité, dans l'empathie et dans la bienveillance. Les deux adversaires du soir se félicitent, tout le monde s'aime, tout le monde se fait des bisous. C'est pas très esprit baston du mercredi. Mais bon, pour un main event sur un TNT Championship, on va faire l'impasse. Et toi, Amiral, alors, t'en as pensé quoi de ce main event du coup, parce que tu as été coupé dans ton élan. Ah, je t'en prie. Non, c'était cool. J'aurais bien aimé que s'il fallait que Cody saigne à un moment donné, j'aurais bien préféré qu'il le fasse lors de sa prise de titre contre Lance Archer plutôt que là. Mais bon, après toujours pareil, est-ce que c'était un blading, donc est-ce qu'il s'est fait signer exprès ou est-ce que c'était un vrai accident, on ne saura pas. Encore une fois, la magie du catch. Mais non, alors c'était la semaine dernière, je m'étais trompé, je pensais que c'était une vraie blessure. Cette semaine, je pense que c'est un blade job. Bon, pareil, je pense aussi. Voilà, vu que la caméra ne filmait pas. Ouais. Pour moi, cette semaine. Il y avait l'arbitre qui était pas loin. Voilà. Bon. Non, là, on était pour moi dans le blade job. Là. Ouais, tout à fait. Donc, mais sinon, non, le match était cool. Je trouve qu'il continue à builder Jungle Boy entre les matchs qu'il a eu dans sa rivalité avec MJF, la Battle Royale de la semaine dernière, là, ce match. Il essaie de montrer que ce petit garçon de la jungle, il en a dans le cri à la Tarzan et il est capable de faire des trucs plutôt cool. Et là, il a fallu un Cody qui était un peu effectivement vénère et qui perdait la concentration peut-être, qui a fait qu'il est un peu plus suité, mais c'était un joli match, quoi. Et du coup, il est compétitif dans la Tag Team Division, Jungle Boy, avec le Jurassic Express. Ouais. Moi, je t'avoue qu'il me tarde, vu comment le Luchasaurus était hyper over auprès du public avant le Corona Mania. J'espère bien que cette Tag Team va venir faire quelques ravages du côté du catch par équipe de la All Elite Wrestling. Ouais, j'aimerais bien. Et on nous a annoncé aussi que la semaine prochaine, Cody défendra son titre TNT contre Mark Quinn, justement, donc quelqu'un qui est aussi en tag team. Mais, ah ouais, il défend son titre toutes les semaines à l'heure actuelle. C'est ce qu'il a annoncé la semaine dernière, et a priori, ils vont essayer de s'y tenir, en espérant que ça va continuer. Voilà. Donc on a commencé par un match tag team pour les ceintures, on finit pour un match de ceinture TNT, donc toujours bien construit sur l'intro et la conclusion Dynamite. Allons voir du côté d'NXT qui en est à son épisode du coup de Go Home Show, comme on disait, pour le takeover chez vous, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans vos chiottes. Ça va être le bordel ce dimanche. Donc du coup, il y aurait ce show-là pour finir les rivalités. C'est une rivalité qui est en cours depuis plusieurs temps. C'est Candice LeRae contre Mia Yim, qui ont donc un match qui va durer pas si longtemps que ça, puisque va y avoir effectivement un count-out. Les deux vont être tellement prises dans leur hargne et leur colère l'une pour l'autre qu'elles vont ignorer tout simplement le compte de 10 de leur titre, donc elles sont count-out. LeRae va balancer Mia Yim sur tête première sur les écrans de LED. Et suite à ça, il va y avoir Dakota Kai, Raquel Gonzalez qui vont débarquer, Shotzi Blackheart, Tegan Nox. Bref, c'est en train de devenir un gros bordel.
grosse baston du mercredi, ça c'est Voilà. baston du mercredi. Il y a Johnny Gargano qui va venir et il manquait plus que le Carrément. dernier larron, à savoir Kisly qui débarque aussi pour vérifier comment va sa petite amie Mia Yim. Et d'un coup, l'arbitre nous annonce qu'il a reçu ordre William Regal de transformer ce match en mix tag team. Donc, les Gargano contre Kisly et Mia Yim. Donc on enchaîne avec ce match-là, qui lui non plus ne durera pas si longtemps que ça, puisque forcément il y a pas mal de... tout le monde chez Gargano ont peur de Kisly, mais Johnny Gargano, je trouve qu'on a fait des tonnes. C'est presque à se demander comment il peut être crédible dans le match qui va les opposer ce dimanche pour la ceinture nord-américaine, puisque vraiment il se faisait dominer de manière très très nette. Il avait peur, Candice LeRae en avait peur aussi. Mais malgré cette peur instiguée et malgré le fait que Mia Yim, elle n'a pas peur de Johnny Gargano, Mia Yim, elle aura mis des coups dans la gueule de Johnny, c'est quand même les Gargano qui vont prendre la victoire, puisque Johnny va tout simplement éborgner Kisly avec ses clés de bagnole, puisque Johnny n'était pas habillé du tout pour catcher, il avait son jean, sa veste, donc du coup il avait ses clés de bagnole sur lui. À un moment donné, il les a prises, il a mis ça dans l'œil de Kisly. Suite à ça, forcément, ça crée un peu de bordel dans le ring. Candice LeRae va prendre l'avantage et va lui faire une sorte de roll-up pour la victoire. Donc, les Gargano ce soir partent avec un grand sourire. Mais franchement, je sais pas toi, mais moi, le match entre Kisly et Gargano, je vois pas comment il peut être disputé, vu comme là, c'était vendu lors de ce match-là. On a l'impression que Johnny, dès qu'il prenait un coup de Kisly, il était plié en deux, il n'avait pas récupéré sa respiration. C'est un peu bizarre, je trouve, cet équilibrage des forces. Ouais, alors je suis d'accord sur le principe que effectivement Gargano là joue un personnage véritablement couard et quasiment terrifié, mort de peur, tétanisé, tout ce que vous voudrez par Kisly. On le serait à moindre j'ai envie de dire d'un autre côté, mais c'est vrai que là du coup il est quand même Mr. Johnny Wrestling, qu'il soit heel ou qu'il soit face. Donc il a affronté des behemoths par le passé et ça sera pas le dernier Kisly de toute façon. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu trop tiré à l'extrême ça, ce côté du personnage de Gargano. À côté de ça, tu vois, mais moi j'ai bien aimé en fait tout l'opener de NXT, même avec ce petit truc de Gargano en mode vraiment veule et couard as fuck. Mais moi j'ai plutôt bien aimé tout ça. J'ai bien aimé avec le match des filles qui part en sucette. Le brawl général, j'ai trouvé que tout s'enchaînait bien. Il y avait pas de, ça m'a pas dérangé quoi. Ça m'a pas posé de problème que ça passe après sur le mix match. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu finalement, plutôt mieux amené que quand on nous balance directement un mix match, tu vois quoi. Un peu d'out of nowhere, tout ça pour mettre en avant. Là, il y avait autre chose. On a Shotzi Blackheart qui est là, qui apparaît de plus en plus souvent et que j'aime bien. Tegan Nox, j'aime bien aussi en plus. Il y a Dakota Kai sur laquelle je suis un peu circonspect, mais à qui je laisse encore de la marge. Et puis moi, Mia Yim, depuis le début, c'est une fille aussi qui m'intéresse. J'aime bien son univers et tout ça. Et donc du coup, moi, j'ai pris pas mal de plaisir finalement dans cet opener d'NXT. Tu vois, je m'en suis tenté. D'ailleurs, on nous annonce pour Takeover un match. Mon seul truc, c'est que quand même. LeRae profite de tout ce qui se passe à la fin et puis elle fait quoi? Elle fait un roll-up pour la victoire parce que les filles elles ne peuvent finir le match que par des roll-up. Ça c'est chiant. La mid-card féminine, il pourrait quand même de temps en temps leur laisser passer un finisher quoi. Et faut tout le temps gagner par roll-up. Ça c'est un petit détail, tu vois, à la con quoi, un petit détail à la Kyrias, mais c'est le genre de truc des fois qui m'ennuie un peu quoi. Ah, je comprends. Et donc là, on aura un match à TakeOver, Mia Yim, Tegan Nox et Shotzi Blackheart contre Candice LeRae, Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Ce qui fait quand même le 7e match de la carte. D'habitude, TakeOver, historiquement, c'est 5 matchs. Et là, ils en font 7. On en parlera à la fin du In Your House. Ouais, du petit prono, mais voilà. Donc du coup, à voir. On aura des vidéos pendant tout le NXT qui vont un peu nous hyper les différents matchs, des résumés. Beaucoup de packages vidéo avec pas grand chose de neuf. On va avoir un petit segment backstage avec Dexter Lumis qui sera interviewé par Mackenzie Mitchell et elle lui demandera à propos des chances que Velvet Dream a pour battre Adam Cole. Lumis ne dit rien mais sort de l'écran, du champ, revient avec un chevalet et des crayons et des feutres et commence à dessiner un truc. Et lorsqu'il s'écarte, on voit un dessin un peu parodique, caricatural, d'une voiture avec saucissonné à l'arrière,
les compères de l'Undisputed Era d'Adam Cole, et au volant de cette bagnole, et bien Dexter Lumis, le message est clair, et bien Dexter Lumis, il va s'occuper des membres de l'Undisputed Era afin que Velvet Dream ait toutes les chances de son côté d'avoir un combat à la loyale contre Adam Cole. Et j'ai vu une vidéo sur le site de la WWE où on voit en fait un timelapse où on voit Dexter Lumis dessiner le truc, et c'est vraiment lui qui l'a dessiné visiblement. D'accord, ok. Bon, bah écoute, en plus de talent de catcheur, il a des talents de dessinateur, ce garçon, c'est très bien. Et Ouais. moi, je dis bonne pioche pour Velvet Dream, quoi. Avoir Dexter Lumis Grave. en pay-per-view, dans un match de championnat face à l'Undisputed Era, je dis bonne pioche. Voilà. Et du coup, ça promet un truc intéressant, ça. On en parlera encore une fois à la fin, mais ce Cole versus Dream avec les conditions de l'Undisputed Era, de Dexter Lumis dans l'équation, ça m'intéresse. Très bien. Ben, on a ensuite une interview plutôt dans la journée à l'extérieur de Drake Maverick. Ce soir, il a son match. On continue son histoire de Cendrillon. Son match de finale pour le titre Cruiserweight contre El Hero des Fantasma. On lui demande comment il se sent aujourd'hui. Et bien, tout simplement, voilà, il sait pas. Ça peut être un bon jour, le meilleur jour de sa vie, comme le pire jour de sa vie. Mais bizarrement, il ne subit aucune pression. Il a même mangé des cookies et des brownies à la cafette ce midi, alors que d'habitude il fait son tension à sa ligne, donc voilà, on verra bien, il verra bien ce soir si c'est le meilleur jour, le plus mauvais jour de sa vie, et donc plus tard dans l'émission on aura le match de finale, mais pour l'instant on a un autre match des Cruiserweights, c'est Tony Nese contre Isaiah Swerve Scott. Les deux s'étaient chauffés dans le championnat Cruiser. Swerve avait eu des propos un peu durs pour les losers qui n'avaient pas gagné un seul match du tournoi comme Tony Nese, et ils auraient mieux fait d'abandonner le catch. Du coup, un match de revanche pour les deux. Il y a Jack Gallagher aussi qui était dans ce cas-là, qui viendra distraire Swerve. Mais malgré cette distraction, eh bien, Swerve va récupérer la victoire sur son adversaire avec un passage là aussi, du coup, une sorte de roll-up. Toi, tu t'es payé du roll-up pour le finish. Encore un autre. 2 matchs gagnés par roll-up. Et ouais. Mais ouais, c'est triste. Mais ouais, écoute, c'était de la mid-card de NXT finalement, ce match. Ouais, mid-card, lower card, j'ai envie de dire. Lower card, ouais, on n'est pas loin de la lower card, t'as pas tort. Bon, même si ça m'attriste de dire que Isaiah Scott, c'est un low carder, quoi. Mais là, en plus, le finish du match était laborieux, je trouvais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas fluide. C'était pas fluide. Ouais, non, mais de toute façon, il n'y avait pas une grande alchimie entre les deux pendant tout le combat, de toute façon. Donc voilà, puis je trouve, en technique pure, je trouve Isaiah Scott largement au-dessus de Tony. Mais donc du coup, ouais, c'était de la mid-card. Voilà, écoute, c'était pas un match très long de toute façon. Donc, non. Et puis on savait que le programme qui allait arriver derrière était quand même plutôt sympa. Ouais, alors le programme derrière, c'est un match pour les first contenders au titre par équipe. Et il y avait une surprise promise. C'est ça, parce que d'un côté, c'est Undisputed Era, donc Bobby Fish et Roderick Strong, contre Oney Lorcan et Danny Burch, contre bien du coup des adversaires inconnus, un triple threat en tag team. On voit au petit tronc des silhouettes un peu étranges qu'on ne reconnaît pas, une musique qu'on ne reconnaît pas. On a l'impression que c'est un décollage spatial, un peu comme SpaceX qui envoie sa mission. Des membres de SpaceX qui sont revenus, ils sont allés, et voilà, c'est décollage Free to One, et c'est nos stripteaseurs préférés, Breeze and Go, Taylor Breeze et Fandango qui reviennent. Excellent, moi ça m'a fait marrer, j'étais trop content. Ah ouais, ok. Tu vois, ça m'a laissé de marbre. Tiens. Et surtout, c'est qu'en plus, ils gagnent le match. Et ils gagnent le match, et à TakeOver, il va y avoir ils vont chercher les tag team titles contre Imperium. Et ouais, où ils vont aller se faire défoncer. Mais ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, il y aura eu une perturbation un petit peu dans le match, qui a Dexter Lumis qui, dans le public, donc derrière les plaques de plexiglas, qui regardera son regard de psychopathe, et bien du coup Undisputed Era qui détourneront le regard quelques instants, ce qui permettra à Taylor Breeze de faire son beauty shot, et Fandango qui fait son last dance leg drop pour la victoire. Magnifique, superbe.
Et à la fin, il y a quand même Franchement, Marcel Battel et Fabien Ackner qui descendent sur la rampe pour faire face à leur challenger. Alors effectivement, Imperium, pour eux, le ring est sacré. Clairement, Fandango et Tyler Breeze, ils doivent les mépriser comme pas deux. Et ils sont pris en sandwich, les champions, entre leur challenger et aussi les Indiens, hein, la faction indienne, Indoshare, qui débarque avec leur manager. Donc voilà, il y a une espèce de bataille de regards. Il y a du monde qui bastonne à la porte de la Tag Team Division à NXT et c'est plutôt bien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les équipes, voilà, on parlait de la Tag Team Division à la All Elite Wrestling, et ben écoute, à NXT, ça commence à s'agiter sévère. Et moi, bah écoute, pour le coup, moi je suis plus enthousiaste que toi sur le match. J'ai bien aimé, j'ai aimé que ça soit cette surprise, j'ai aimé que ça soit les Breeze and Go. Moi, ça m'a fait poiler les membres d'équipage de SpaceX. Et alors, grosse surprise en plus de les voir gagner, parce que si tu veux, pour le coup, Grave. je m'attendais à les voir jobber là. Et j'étais content de leur retour, mais pour moi, ils allaient jobber tout simplement. Non, ils vont jobber au pay-per-view. Hein. Et en fait, non, ils vont aller jobber au pay-per-view. Mais voilà, plutôt bien finement joué. Et sur moi, ça a marché. Et j'ai bien aimé tout ce passage, quoi. Bah, tant mieux, tant mieux. Alors après, est-ce que tu as aimé ce match féminin entre Santana Garrett et Aliyah, qui n'a pas duré très longtemps? L'histoire qu'on nous raconte, c'est autour de la Robertson brand. Hein. On a revu le petit package dont on parlait la semaine dernière, où Chelsea Green vire Robert Stone. Ce dernier viendra regarder le match d'Aliyah, qui essaie d'attirer son attention depuis des semaines. Robert Stone a l'air d'avoir passé une nuit atroce. Il est tout débraillé, il n'est pas coiffé, il a l'air un peu hagard. Et au bout de quelques minutes, quand Santana Garrett célébrera pour la première fois une victoire à NXT, puisque Santana Garrett, généralement, elle perd tout le temps, et bien là, non, elle gagnera contre Aliyah, suite à un joli Handstead Hurricanrana et un Handspring Moonsault. C'est pas mal, ça. Donc Aliyah essaiera d'implorer encore une fois la clémence de Robert Stone, qui part encore plus hagard qu'il n'était arrivé. Donc voilà, moi, je sais pas si tu as un truc à dire sur ça. Moi, Robert Stone, Aliyah, ça ne m'intéresse absolument pas. Je te laisse le micro. Pas spécialement. Après, le seul truc, c'est qu'apparemment, Chelsea Green, elle est appelée à rejoindre le main roster, apparemment. Elle va quitter NXT assez vite. Donc, je pense que c'est peut-être lié à ça qu'elle compte plus sur Robert Stone pour son avenir. Robert Stone, il va peut-être aller manager d'autres filles à l'avenir. Et donc, c'est peut-être pour ça que Santana Garrett et Aliyah ont été intégrés et nous ont livré ce match de mid-card, low-card féminine. Voilà, tu l'as dit, il y a eu un ou deux moves, pas si mal que ça dans le ring. Santana Garrett était, on lui donne des moves victorieux, donc forcément, on n'avait jamais vu dans cette position-là, donc c'était assez cool. Elle est athlétique. Après, c'est un peu ce genre de catcheuse très gymnaste. Donc, ça fait effectivement un truc impressionnant. Ça manque un petit peu d'intensité, manque un petit peu peut-être de legit, on va dire, en termes de violence et de baston. Mais voilà, ça fait des trucs un peu sympas. Du moins, ça a changé de l'avoir gagné. C'est plutôt cool pour ça. Mais après, le storyline en soi, moi, m'intéresse pas. Chez Green en main roster, bah écoute, pourquoi pas. Hein. Elle manquera pas tellement à NXT. Elle a participé au Rumble en 2020. Ouais, tout à fait, ouais. Exactement. Parlant des femmes, on a encore une fois un package vidéo qui montre l'affrontement des trois. Je trouve que c'était le meilleur package vidéo de la soirée, largement. C'était excellent. On avait vraiment du contenu un peu inédit sur les trois qui sont interviewés tour à tour avec un focus. La séquence sur Yoshirai, encore une fois, je ne suis pas objectif, hein, vous le savez, avec Tonton Chris, on est fan de Yoshirai, mais là, Yoshirai est immergée elle est dans l'eau. Elle est intégralement dans l'eau, bien sûr habillée en ring gear, mais elle est dans l'eau, donc on voit ses cheveux qui flottent, etc. Ça fait une impression de bruit bizarre. Et donc c'est une voix off qui nous raconte qu'elle a besoin de personne, qu'elle est plus forte comme ça. Elle se repose dans les ténèbres avant de pouvoir du coup battre ses adversaires. Et sous cette séquence-là, elle était genre génial. Vraiment excellent. Ouais, moi aussi pareil, j'ai trouvé toute la séquence vidéo excellente. Le fait que les trois filles soient chacune dans un univers à elle. Voilà, avec Charlotte dans son positionnement de j'ai un énorme melon et je vous le fais savoir et je vous démonte tous de toute manière depuis des années et vous allez encore vous faire démonter pendant des années parce que c'est ça le message de Charlotte de toute façon. Je vais régner pendant 25 ans les filles, faut vous y attendre quoi. Et si j'ai pas de grosses blessures, je vais régner pendant 25 ans. Et Rhea Ripley et Yoshirai, waouh, là ces trois-là, là, tu vois, là c'est quasiment pour moi le top mondial des catcheuses actuelles, quoi. Tu vois quoi, là,
à rajouter de ce trio-là, moi, je rajoute peut-être Becky, mais Becky, c'est même pas forcément pour le in-ring d'ailleurs. Oui, c'est Et plus pour le personnage. Et, le personnage, tout ce qu'elle dégage, voilà, tout son parcours et tout un tas de choses. Et Asuka, et voilà, là, tu as mon top 5 mondial, quoi. Là, voilà. Mais franchement, ouais, là, franchement, wow. Et pas loin, après, maintenant, derrière, je mettrais la petite Shida, hein, parce que j'aime beaucoup la petite Shida à la All Elite Wrestling. Mais franchement, là, ce match, moi, ce match, j'en ai trop envie, quoi, tu vois. c'est Et, clair. et puis, je veux que. Alors, je suis hyper emmerdé, hein, parce que Charlotte, j'en dis du mal, mais j'en dis de manière ironique, quoi, parce qu'en fait, je considère que c'est une athlète exceptionnelle, quoi. C'est une catcheuse exceptionnelle. C'est incroyable ce qu'on vit avec la chance qu'on a de vivre dans la division féminine avec le règne de Charlotte, quoi, tu vois. Et j'aime bien la taquiner grâce à ses passes droits, hein, papa, hein, la cooptation, je te jure. Mais à côté de ça, j'ai adoré Rhea Ripley, son run en 2019 et tout ça. Même si elle est un peu en perte de vitesse depuis le début de l'année 2020, elle n'aura pas été gâtée par Corona Mania, elle non plus. Et puis, il y a Yoshirai, hein, mon amiral. Hein. Garde à vous, mon amiral. Oui. Yoshirai, quoi. Voilà, quoi. Je veux dire, Yoshirai, Hi. il faut. Mais Aligato Yoshirai, quoi. Il faut qu'elle gagne ce titre, quoi. Parce que Gambate. Oh là là, mais comment ça me fait rêver, moi, une catcheuse pareille, quoi. Je te jure, hein, mais même tu la vois pas catcher, tu la vois juste sur le package vidéo de ce soir. Ah oui. Tu dis, mais Présente, elle dégage. ah, mais ouais, dégage un truc, quoi, tu vois, quoi. Et puis en elle, on sent qu'il y a. Aussi, on sent une forme de puissance, quoi, tu vois, quoi. Tu te dis, dans le ring, elle va envoyer, quoi. Elle va pas rigoler, quoi. Vraiment un heel turn bien réussi, Yoshirai. Ah, Il n'y a ouais. pas tortillé, on a déjà dit. Hein. Ah, Et non. ce que disait Natalia, qui a été interviewée sur le segment Yoshirai, je trouve que c'était assez vrai. Et Natalia disait voilà, quand Yoshirai débarque dans une arène, les regards se fixent sur elle et tu n'as qu'une envie, c'est de voir ce qu'elle va faire dans le ring parce que voilà, elle a une présence, elle est super balèze dans le ring, elle sait le vendre tout. Enfin, c'est Ouais, le regard, le son. impeccable. Évidemment, elle est comme toutes les autres, elle a ce tout petit problème de l'anglais. Mais en fait, elle dégage tellement là que Ouais. tu vois que pour moi, il y a que. Et quand on voit que Asuka, finalement, dans le main roster, elle Elle y arrive. grave son trou, elle y arrive. Et on prend des promos en japonais, Ouais. quand même, il faut le dire. Ouais. Et on se dit que ces filles-là, voilà, elles dégagent un tel truc, elles puent le charisme, quoi, la Yoshira. Et puis franchement, je trouve que dans NXT, Yoshirai, avec ses petites promos comme celle-ci, lors de son match contre Charlotte, où elle parle en japonais et est sous-titrée, ça marche très bien en fait. Mais oui, ça passe. Ça, Ça passe on, crème, on- ça passe on crème. voit son personnage, on voit c'est quoi son champ Ah, lexical, son style et ce qu'elle dit. Et vraiment, il y a des promos qui étaient ouais, juste géniales, quoi. Enfin, ça passe crème ou ça passe wasabi, mais comme vous ouais, préférez. exactement. Comme vous préférez, mais C'est un peu plus piquant, c'est tout. voilà. Un peu plus piquant. Ouais. Ça Donc, titille la langue. On revient dans le ring avec un match masculin un peu dans la middle card là. Hein. On a Cameron Grimes contre Bronson Reed. Cameron Grimes, beaucoup utilisé ces dernières semaines. Ouais, qui du coup se fait un peu malmener forcément par le behemoth australien. Le Mais bébé, celui-là, ce bébé là, on dirait Bam Bam. Australian Strong Style. Ouais. Et dédicace à la Taloche, parce que la Taloche est un grand fan de notre podcasteur ami, est un grand fan des catcheurs australiens, vois-tu. Ah bah voilà. De Thorne, de Bronson Reed, de Brendan Vink, de Iconics. voilà, Billy Kay et Peyton Royce. Voilà, la Taloche, je te fais les bises. Voilà, notre ami lyonnais. Et, Big up. Et voilà, c'est un fan des catcheurs australiens. Alors pourquoi? Ne me demandez pas. Allez écouter You Talk Too Much. Ouais, et ce soir, l'Australien, hein, malgré le soutien qu'il apporte la Taloche, elle bien perdra, puisque il suffit toujours d'une petite opportunité, d'une petite faille. Là, c'est Reed qui ira sur la top rope pour faire un flying splash que Grimes va éviter pour placer son cave-in, qui reste toujours un move assez fort. À chaque fois qu'il le place, il gagne. Hein, ouais, clairement. Hein, c'est un vrai finisher. C'est ça. Et il célébrera sa victoire et il buglera genre ouais, j'ai battu Finn Balor, je peux battre n'importe qui. Sauf que d'un coup, débarque Karrion Kross. Et là, on voit que Cameron Grimes, il est malin parce qu'il dégage du ring en 2 secondes. Il fait ouais, je me casse. Bon, il cherche pas à discuter trucs, à dire c'est mon spotlight, c'est mon moment. Non, il fait ok, pardon, je m'en vais. Et là, Cameron Grimes, donc c'est cassé. Karrion Kross fera un pseudo suplex à Reed qui restera tout simplement bien tout plat après ça et il va voir la caméra dans le coin du ring
et dira juste Tommaso Ciampa, take over in your house, spécial TikTok. Enfin, Yeah. voilà. Special. Bon, très bien. Très bien. TikTok. Et TikTok, c'est le moment du main Bronson Reed. event. Bronson Reed, il a perdu 30 kilos sur le move de Karrion Kross, quoi. Oui, Tellement puisqu'il lui a arraché une jambe. Ah Il ouais, lui a ouais, arraché ouais. une jambe. Aplati dans Donc le ring. 30 kilos la jambe de Bronson Reed. Ah Tranquille. bah ouais, c'est ça, hein, tranquille. Hein, ouais. Easy, Ouais. easy. Un bon jambon. Une bonne cuisse de jambon Serrano. Ah, Il est temps de changer de catégorie de poids, hein, puisque là, on ouais. repasse sur les cruiserweights, la finale du tournoi qui nous a Et occupé c'est très bien, plusieurs et c'est très bien. semaines. El Hero del Fantasma contre Drake Maverick. Alors, une finale qu'on aurait pu voir à TakeOver. Hein. Moi, j'aurais trouvé Pourquoi que c'était pas, pas ouais. mal Moi pour aussi. un peu hyper le titre Cruiserweights. Mais bon, ok, ils ont décidé Mais de le en main faire là. event de NXT, moi je trouve que c'est bien aussi. Quoi. Moi, Ouais, j'aime bien ouais. d'avoir moi j'aime bien dans les weekly quand il y a quelques matchs Moi, ce qui me de temps pose en temps. souci, c'est le fait qu'on est sur le main event du Go Home Show d'un pay-per-view et le main event n'a aucun rapport avec le pay-per-view. Ah ouais. Ça, c'est un peu le truc en termes de construction qui me pose problème. Mais bon, on a un match entre les deux. Donc voilà, les deux sportsmanship, eh bien, ils se serrent la main, sauf que, eh bien, Hero des Fantasma essaiera de profiter de ce serrage de pogne pour gagner l'avantage directement sur Drake Maverick, qui hallucinera un petit peu, parce que jusqu'à présent, Hero des Fantasma s'est toujours comporté comme un bon gentleman. Mais bon, voilà, il n'avoue pas vaincu l'anglais, il se battra comme un beau diable. El Hero des Fantasma a forcément un avantage physique fort et important hein, par rapport à son adversaire. Donc Drake Maverick sera toujours un peu malmené durant le match, aura une phase, il remontera un petit peu sur le devant de la scène. Mais à un moment donné, sur la fin du match, eh bien, avec un gros spinebuster, Fantasma reprend le contrôle du match. Ça finira à l'extérieur tout ça, jusqu'à ce que deux hommes mystérieux masqués du Dark Order qui viennent enlever les gens depuis plusieurs semaines débarqueront. La Drake Maverick, il sautera à l'extérieur du ring pour s'en débarrasser. Hein. On pensait que les deux hommes masqués venaient enlever l'héros des Fantasma. Drake Maverick vient l'en protéger. Et ouais. Sauf que du coup, Drake Maverick qui renvoie après Fantasma au milieu du ring, eh bien Fantasma lui fera son Phantom Driver pour la victoire. Nouveau champion Cruiserweight et l'héros des Fantasma. Drake Maverick viré. Et non, puisque alors qu'il fait ses adieux sous les applaudissements et une hola, une standing ovation, bien qu'il ne s'assoie jamais finalement du public d'NXT, eh bien c'est Triple H, Paul Lévesque, qui débarquera tout costard vêtu avec un contrat dans la main. Il propose un contrat NXT à Drake Maverick qui fond en larmes, qui le signe sans regarder une seule ligne. Il y a 10 pages. Et là, je me dis, ouh, ça sent l'enfumerie. Mais bon, voilà, ce qu'on nous vend à la fin du show, c'est que malgré sa défaite, eh bien, il n'est pas viré, il est réengagé. Tout est bien qui finit bien ou Antoulou peut venir, mon cher Chris? Pour l'instant, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien. Allez, je vais être positif. Je vais être positif à l'image de ce main event parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce main event. Alors, peuple de catch-up, si vous avez écouté la baston du mercredi, #10 de la semaine dernière, vous ne devez retenir qu'une seule chose. J'avais raison. Puisque la semaine dernière, je vous ai annoncé la victoire de Hero del Fantasma. Ah bon, on était d'accord, on voyait pas comment il gagnait contre Kushida. Voilà. Maverick, hein. Voilà. Mais et après, écoute, j'ai trouvé que c'était un bon petit match. J'ai kiffé le masque de l'ami Hero del Fantasma. Ouais. En fait, j'ai aimé sa tenue. En plus, j'aimais bien le fait de son masque qui détonnait sur sa tenue noire avec. Voilà quoi. Donc, j'ai bien aimé ce trip là. Je suis en train d'ailleurs de le regarder sous mes yeux de mon écran là, son masque. Beaucoup de tête de mort, hein. Et, Côté une influence Punisher. Et ouais, un peu dans ce style-là, avec son bandeau sur le bras, avec la tête de mort. Et Et Drake Maverick, elle m'a surpris dans le ring. Moi, je l'avais surtout vu catcher du temps de Rockstar Spud. Impact, et il a que très, très, très peu catché en fait dans le main roster où il a été beaucoup manager. Et il m'a surpris. Pendant les matchs de groupe, les matchs de poule, je l'avais trouvé sans plus, quoi. Mais là, il m'a surpris pour la finale. Mais peut-être qu'il y avait un bon alchimie entre les deux. Et puis là, il était face à un cador, parce que pour moi, Hero del Fantasma, c'est un cador. Et là, franchement, on a eu des gros trucs, quoi.
même à tenter, des choses. J'étais étonné, lancer des backbreakers, du Boston Crab, les soumissions, ils n'ont pas perdu en intensité et tout ça quand ils faisaient des soumissions, ce qui des fois est un peu problématique. Et là, pas du tout, quoi. Et voilà, Maverick, il nous place aussi un super bulldog old school là que j'ai trouvé super bien réalisé. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon combat. Voilà, ça m'a bien plu, vraiment bien plu. Victoire de Hiro del Fantasma, donc j'étais ravi. Et puis la fin, écoute, tout ça, c'était plutôt bien joué. La standing ovation des jeunes de NXT. Le Drake Maverick qui est dans l'émotion et on sent qu'il la feint pas, quoi, qu'il le fait de manière presque naturelle, on va dire. Et voilà, et avec toute l'histoire qu'ils avaient montée autour de lui, du fait que ça avait été un des premiers à réagir à la charrette qu'il y avait eu il y a quelques semaines, avec un truc en pleurant et tout ça, et ben je trouve que c'est une bonne construction d'histoire, cette histoire avec Drake Maverick. Et du coup, ce main event m'a totalement contenté. Bon, on commence par le In Your House. Bah, si tu veux, on commence par In Your House. Allons-y. Allez. Donc alors, on va avoir ce match qui a été rajouté dans ce show. Hein, donc 3 contre 3 chez les femmes, avec d'un côté Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez, contre les faces du soir, Mia Yim, Tegan Nox et Shotzi Blackheart. Alors, on va faire en mode prono, je te donne mon prono et voilà. Et bah écoute, moi je vais donner les heals. Ok. Moi, je vais donner une saloperie mesquine que va détester Papy, un peu que va faire Gargano. Voilà, parce que Papy déteste cordialement Gargano. Donc, justement, pour un peu faire chier mon bon Papy, je vais donner les heals. Eh ben, très bien, moi je vote face sur ce match-là. Je pense qu'elles en ont besoin, les 3 d'une victoire là. Je pense que je vois plus les faces s'emporter sur ce match. Mais en général, de toute manière, 7 matchs pour le takeover, je trouve que c'est trop. Moi j'aime bien la formule 5 matchs. Hein. C'est 5 matchs, ouais, c'est vrai. Ouais, là ça va être un peu too much. On va avoir du coup des matchs plus courts, ce qui est un peu dommage. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps. Donc voilà, je pense que ce match-là va pas durer très longtemps, malheureusement, et que ça va être assez dispensable malgré tout. Ensuite, on a un match, 2 matchs pour la frime, pour la bagarre, uniquement pour la baston. D'un côté, on va avoir Damian Priest contre Finn Balor. Alors là, c'est délicat, hein, parce que j'aime beaucoup les deux. Mais Finn Balor, Damian Priest, Finn Balor, wow. Je vais donner Finn Balor, mais je vais lui donner en fait sur son expérience et ses années, grâce à son background. Damian Priest, il peut perdre encore Damian Priest un match comme ça parce que ça n'engagera rien pour lui pour la suite de sa carrière, Damian Priest. Lui, il en est on va dire qu'il en est un peu au départ. Et je crois que Finn Balor a peut-être plus besoin de la victoire que Damian Priest finalement. Ouais, moi aussi, je vois bien Balor l'emporter. Ouais. C'est pour ça que je vais donner l'Irlandais. Ouais. Ah ouais. Mais un bon match, ça va être un bon match. Ah, j'espère. Et encore une fois, j'espère qu'ils vont avoir assez de temps pour faire ça. Autre gros match disputé juste pour la bagarre. Tommaso Ciampa. Non, excuse-moi, non, parce que je disais, comment tu dirais Don't mess with Damian Priest. Don't mess with Damian Priest. I will live forever. Donc TikTok contre Daddy, Ciampa contre Karrion Kross. Alors forcément, c'est le premier gros match de pay-per-view de Karrion Kross. Difficile de ne pas lui donner la victoire. Hein. Ah ouais, ça c'est délicat. Hein. Ça c'est délicat. Et écoute, moi je vais peut-être justement dans ce match-là, je vais jouer mon Normand là sur cet instant-là, puisque moi je vais jouer un no contest ou une double disqualification ou un décompte extérieur. Mais je vois pas de vainqueur. Je vois un match nul. Mais ils vont se démerder pour que Karrion Kross. Je vois bien, en fait, si tu veux, voilà, un no contest, un match nul, et derrière, un tabassage en règle par Karrion Kross. Tu vois ? Ouais, moi non, c'est plus classique. Moi, je dirais de la fureur, du sang et des larmes à la fin du match, quoi. Ça serait bien, ça collerait bien. Mais je vois plus ce Karrion Kross emporter. En plus, il y aura Scarlett dans le coin, donc intervention, machin. Je pense qu'il y a moyen que Karrion Kross encaisse la victoire sans forcément que ça nuise à la crédibilité de Ciampa. Karrion Kross, oui, les amis, quand même, oui, effectivement, il peut gagner. Hein. Mais je sais pas pourquoi, je sens une espèce de truc bizarre. Ils vont nous faire un truc bizarre, quoi. Il va y avoir un décompte à l'extérieur. Parce qu'ils vont pas pouvoir revenir sur le ring parce qu'ils auront pris
Les plexiglas, on leur aura écrabouillé les plexiglas. Dessus, on aura mis 100 kilos de chaises. On aura fracassé la table des commentateurs. Derrière, une fois qu'on aura fait ça, on enverra peut-être chez Scarlett Bordeaux pour venir s'appuyer dessus. Donc évidemment, vous imaginez que le temps qu'on fasse tout ce spot pour la fin du match, fatalement, on se retrouve avec un décompte à l'extérieur, quoi. Voilà. Et puis derrière, Scarlett Bordeaux, tel le chevalier blanc, elle va débarquer et puis elle va soulever les chaises, soulever les tables, soulever le plexiglas. Son monstre de mari, Karrion Kross, va surgir, va rattraper le Ciampa et puis va certainement l'écarteler sur le titantron après l'avoir attaché avec des cordes. Et donc, on aura certainement le In Your House, le Karrion Kross Ciampa sera peut-être le match le plus hardcore et le plus deathmatch de toute l'histoire du catch. Voilà, c'était ma version du Karrion Kross versus Ciampa. Bon, on verra si tu as raison. On verra si tu as bien raison. Moi, comme je le disais, moi je vois bien Karrion Kross l'emporter avec peut-être effectivement filouterie ou pas, et même pas encore. Hein. Il est tellement imposant, le bonhomme, que Ciampa il peut encaisser une défaite, ce sera pas très grave pour sa crédibilité. Championnat nord-américain, Kisly contre Gargano. Moi je vois pas Kisly perdre contre Gargano. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le bon moment pour que Kisly se débarrasse entre guillemets de la ceinture nord-américaine afin qu'il puisse se concentrer sur le titre ultime d'NXT? Alors ouais, ça c'est on est un peu entre les deux, mon cœur balance, parce que c'est vrai que d'un autre côté, j'aimerais bien voir le Kiss dans le main event. Donc c'est vrai que le fait qu'il détienne la ceinture intermédiaire de NXT, ça pose quelques soucis. Après, si tu veux, moi je me console toujours avec cette histoire de Corona Mania. Tant que le public n'est pas de retour dans les shows, Kisly peut encore garder le titre intermédiaire. Finalement, son apparition en main event n'aura que plus d'impact quand le public sera de retour. Et donc, c'est pas grave qu'on le garde au show pour moi à l'heure actuelle avec le titre intermédiaire. Mais en tout cas, à aucun moment, par contre, je vois Gargano le battre à In Your House, quoi. Là, no way. Ouais. En plus, moi, j'aurais bien aimé avoir un match, encore une fois, Kisly Miyaim contre Gargano et Loré chez les Gargano. Là, j'aurais trouvé ça cool, quoi. Vu qu'on nous ont montré par des vidéos leur salon, tout ça, pourquoi pas utiliser le titre du pay-per-view In Your House chez les Gargano. Voilà, ça aurait été cool. Donc, bon, ce match, je sais pas. En plus, je suis très inquiété par la façon dont s'est géré leur affrontement ce soir aux deux lors de leur tag team mixed tag team match. Donc, je sais pas, j'ai un peu peur pour ce match, quoi. On verra bien. Du côté des dames, dur, hein. Charlotte, dur. Io Shirai, Rhea Ripley. Moi, je dis Io Shirai parce que j'ai envie qu'elle gagne. Mais de toute façon, je vais dire pareil. Là, c'est le cœur. Voilà. C'est ça, exactement. C'est choix du cœur. Là, c'est le cœur. Et pourtant, je confirme mes propos de tout à l'heure. Hein. J'adore Rhea Ripley et j'aime beaucoup Charlotte aussi. Donc, mais voilà, c'est le cri du cœur. Io gagne le NXT Championship. Exactement. On espère. Et enfin. Non, il y a le tag team championship aussi, donc du coup Imperium contre Breezango. Bon, Imperium, on est d'accord. Imperium, on est d'accord. Ouais. Ce sera leur première défense de titre, ça fait pas un pli. Et enfin, le titre ultime, Adam Cole contre Velvet Dream, avec du coup les Undisputed Era qui sont dans le coin. Alors on a vu un peu le setting de ce match. Ce sera dans un parking entouré de bagnoles. Je sais pas si t'as fait gaffe, on a vu un ring qui est à l'extérieur dans un parking avec un arc de cercle de bagnoles tout phare allumé, d'où le dessin de Dexter Lumis qui dessinait l'Undisputed Era saucissonné et ligoté dans une bagnole conduite par Dexter Lumis. Donc du coup, ce match il va être un peu overbooké, hein, puisque c'est un contre un, mais il va y avoir 5 personnes à minima, 6 personnes qui vont être impliquées. Donc du coup, est-ce que ces moments, Adam Cole, après un ring de 1 an en tant que champion, est-ce qu'il perd la ceinture ou pas? Quel est ton prono? Mon prono, c'est Velvet Dream. Pour moi, il va perdre la ceinture. Pour moi, là, avec l'apport de Dexter Lumis, effectivement, ça pourrait peut-être que le match, c'est peut-être plus la stipulation du match sera finalement peut-être plus à l'avantage d'Adam Cole, parce que ça va être un truc, genre bagarre de cinéma, etc. Et avec les Undisputed Era, c'est compliqué. Ils sont 4 quand même, les animaux. Donc c'est toujours compliqué avec eux. Mais ils en perdent des matchs parfois, l'Undisputed Era. Et là, Cole, ça fait quand même un très long règne. Je pense que Velvet Dream est mûr.
Donc je vois bien quand même un changement de ceinture ce week-end. Après, il y a des raisons backstage aussi qui font Contractuel, effectivement. contractuelles qui peuvent laisser à penser que le Velvet Dream est sur la bonne voie. Ouais, parce qu'Adam Cole, son contrat se termine en août. Ouais, Pour ouais. l'instant, pas de rumeur hein, s'il re-signe ou pas, mais s'il re-signe à WWE, peut-être que ce sera le moment aussi pour lui Oui, en plus. d'aller aussi du côté main roster. Hein, Oui, s'il reste à qu'il WWE. reste ou pas de toute façon, de manière dans les deux cas de figure, voilà. Ouais, Il est sur la fin de quelque chose là, Adam Cole, quoi. ouais, Maintenant, même. la vraie question à se poser, c'est si Adam Cole monte dans le main roster, est-ce que l'Undisputed Era va suivre dans son entièreté? Ah bah, j'espère qu'ils vont pas péter la faction, hein, parce que ce serait quand même dommage. Parce que Roderick Strong a eu quelques honneurs à monter dans le main roster parfois pour faire des one-shots Ouais, à quelques occasions, en particulier au moment du Rumble. Par ouais. contre, Fish et O'Reilly n'ont jamais eu cet honneur. Et du coup, voilà. Est-ce qu'ils vont décider de faire monter l'intégralité de l'Undisputed Era à l'étage supérieur dans la Big League? Ou est-ce que c'est juste une montée prévue pour Adam Cole? La suite nous le dira. Ouais, moi je pense que ce serait une connerie de les séparer. Ça marche très bien. Ils vendent bien du merchandising. C'est une bonne faction. Ils ont tout un univers à venir avec eux. En plus, l'Undisputed Era, bah, t'as un main eventer Adam Cole. T'as un bon mid-carder solide de Roderick Strong. T'as une bonne tag team avec Red Dragon. Ah non, tu pètes pas ça, quoi. Franchement, ils sont bien plus intéressants tous ensemble qu'individuellement. Donc, Oui, ça serait ça, une je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, mais pareil, moi je voyais difficilement le Dream l'emporter, mais avec Dexter Lumis qui semble vraiment se profiler dans ce match, le côté contractuel d'Adam Cole, même si j'ai trouvé la promo de Dream du soir pas très intéressante, ni celle d'Adam Cole et des Disputed Era, ils étaient dans une limousine, un peu à se chauffer pour le match. Je trouvais que ce paquet de vidéos manquait d'intérêt. Mais ouais, je vois de plus en plus ce Dream effectivement l'emporter. J'espère que son règne, s'il l'emporte, sera plus intéressant que son accession au titre, parce que là, ça me manquait un peu de patate, je trouvais, un peu d'intensité qui manquait pour que ce soit vraiment, vraiment intéressant. Donc, bah, on verra hein, tout ça pour savoir si on a raison. Il faudra regarder Takeover In Your House. On fera une review. On essaiera de caler une review pour raconter tout ça. Mais pour retour, là, ce soir, c'est la baston de mercredi. Cette semaine, qui l'a emporté pour toi? Alors là, ouais, une vraie grosse baston pour ce hashtag 11 là. Parce que j'ai bien aimé les deux shows. La semaine dernière, j'ai donné un match nul déjà. Et là, je suis au bord encore du match nul, mais j'ai quand même envie de donner un vainqueur à 2 semaines de suite. Le match nul, là, ça m'agace. Moi, c'est pas match nul ce soir. Hein. Je Là, c'est pas t'annonce. match nul ce presque... soir. Ah non. Donc, d'accord. Ok. On n'aura pas un nul, a priori. Coup de pression supplémentaire. Alors, a priori, on n'aura pas un nul. Donc, autant que je fasse un choix. Voilà, dans ces cas-là. Allez. Et ben, cette semaine, pour la première fois depuis un moment, je vais donner ma voix à NXT. Voilà, ça se joue franchement à un poil de barbe de Tommaso Ciampa. Quoi. Voilà. Ok. Donc, parce que vraiment, voilà. C'est des longs poils, hein. C'est quand même des longs poils. La victoire de. Il y a eu quand même 2 titres défendus à la Elite Wrestling. Il s'est passé des choses. Alors attention, je ne remets pas en cause le show de la EW parce que je l'ai aimé aussi. Donc, mais je vais le donner à NXT pour des raisons. Allez, on a parlé du cœur, mon bon amiral, et ben je vais parler du cœur. Voilà, j'ai adoré ce package vidéo avec les filles, avec cette Yoshirai là en fire là, le main event que j'ai kiffé, l'opener que j'ai bien aimé moi, la Karrion Cross et sa tête de special, tic-tac. Et allez, cette semaine, ça fait longtemps, ça me fait plaisir, c'est cadeau, Peuple Catch-up, c'est mon point, va aller NXT. Ok, eh ben écoute, tu sais quoi? On va avoir un nul, parce que moi je vote All Elite Wrestling. Formidable, eh ben vas-y, donne tes arguments pour la All Elite Wrestling. Ouais, c'est juste en fait pareil, hein, les deux shows étaient pas mal, avaient des trucs qualité, donc c'est d'une courte tête, mais en fait c'est juste que ouais NXT, encore une fois, le fait qu'il rajoute un match 3 contre 3 dans pour le takeover, le fait que le main event du Go Home Show n'a aucune application par rapport au pay-per-view, moi ça me dérange en termes de construction. Le fait qu'ils n'ont rien raconté de nouveau sur les matchs et rivalités qu'il allait avoir j'ai l'impression que pour un Go Home Show, eh bien ce Go Home Show il est pas bon. C'était un bon show NXT Weekly, mais c'est pas un bon Go Home Show. Ah, j'ai trouvé quand même qu'il y avait les packages vidéo, comme ça nous vendait quand même le pay-per-view. Ouais, mais
Quand C'était du même. réchauffé, c'était quand même du réchauffé, pour la grande part, alors que du côté, bah, voilà, All Elite, on ouvre avec un Ah, gros match ouais. par équipe solide, on finit par un gros match solide de, TNT Championship. Voilà, moi j'ai trouvé que, Si la WWE, tu vois, la WWE, les Go Home Show de Raw et de SmackDown pour nous vendre des pay-per-view, franchement, si c'était de la qualité de NXT, je prendrais, hein, parce qu'il y a des fois, c'est quand même très très faible ah dans c'est l'image, mauvais souvent, dans la visibilité. Et donc là, pour le coup, si tu veux, c'est pour ça que je suis pas trop dur avec ce Go Home Show de NXT, parce que j'ai trouvé que moi, on m'avait, en tout cas, me concernant, on m'avait bien vendu le pay-per-view, que tu vois, je suis bien hypé pour dimanche, qu'il y a plein de matchs qui m'intéressent. Et donc, au final, c'est bien passé, ça, à ce niveau-là, moi. Ouais, mais franchement, c'est ouais, ça manque à part le côté, de définir enfin les contenders tag team, ça fait rien bouger quoi ce NXT. Ouais, Donc c'est ouais, ça ouais, quoi. Il y a je rien de comprends, plus je par rapport à comprends la semaine totalement, ouais. dernière en fait, Ouais, donc ouais. du coup voilà. Voilà, petit, Oui, il y a petit pas eu d'évolution marquante, ça, c'est c'est clair. ça, petit carton jaune, du coup sur cette construction de Gum Show, mais ça restait quand même un bon show weekly NXT. Donc voilà, une égalité, mais pas, par, vote de Normand, mais juste qu'on n'est pas d'accord et Eh c'est ouais, ça, c'est la baston voilà. du mercredi. C'est une vraie baston, ça! Voilà, donc pour savoir, la semaine prochaine si on arrivera à être d'accord, à élire un vainqueur, d'une baston de mercredi ou simplement pour avoir les retombées du takeover et même pour avoir aussi, bah, notre, review du takeover in your house. Et bien pour ça, qu'une solution, les chers potos de Catch-Up, il faut s'abonner sur YouTube, hein. Vous cliquez sur un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne Catch-Up, vous activez bien un petit cloche pour avoir une notification, ou c'est pareil sur les mondes du podcast audio, sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ocha, j'en passe et des meilleurs. On est dessus. Rejoignez-nous aussi sur Discord pour discuter catch avec toute la communauté Catch-Up. Bon, tonton Chris, je te souhaite un bon week-end et un bon visionnage de Takeover. Hein. Ça va être cool. Moi, en plus, ça va être mon anniversaire lundi, donc je vais pouvoir me faire Ah, ça tranquille. formidable! Eh ben, tu sais que c'est pas que le seul Ça va être la anniversaire, teuf. cette semaine. Tu sais que cette Ah, semaine, il y a un autre anniversaire aussi. Il y a le 6 juin, c'est-à-dire, en l'occurrence, demain. demain, c'est les 4 ans de Catch-Up. Oh, bah, tu Catch-Up, vois. enfin, les 4 ans de Catch-Up sur YouTube. C'est-à-dire que la chaîne a ouvert le 6 juin 2016. Donc, on fêtera les 4 ans de Catch-Up cette année avec une review de SmackDown, les amis. Puisque ce week-end, on aura SmackDown et In Your House. Tout à fait. Donc voilà, tout ça sur notre chaîne. Donc j'espère que tu as bien kiffé comme moi de regarder Takeover. SmackDown, je Ouais. pense pas que je vais regarder, mais Takeover, oui. SmackDown, je vais le Et regarder. Et peut-être même que je vais le reviewer. ah, t'es un acharné. Toi. T'es un acharné. Il est de tous les combats, de tous les bastons. Yeah! Oh, Tu connais le vieil adage qui dit celui qui lutte n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Eh ben moi je lutte, même si je suis pas sûr de gagner. Voilà, c'est sur des belles paroles pareilles que mon bon amiral il va me laisser. Non, c'est pas possible. Ah voilà, il est de retour. J'ai eu peur là. Il va ah pas me oui. laisser comme ça à la fin là, sur les derniers mots Non, importants. mais j'ai été abasourdi, j'ai été magnifié par cette tirade. Que veux-tu? J'ai fait waouh! Oh yeah, je This m'inscris. is awesome. Voilà, c'est cette philosophie de Tonton Chris. On vous souhaite aussi à vous un excellent week-end plein de catch. Salut! On fait des reviews avec de la philosophie. C'est beau. On dirait du Platon. J'aimerais bien avoir un match avec Platon Ah ouais, face à Socrate. dans un stick cage match. Oh purée.